Eh bien, il est maintenant 11h30. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle webconférence Développer l'intelligence collective et la transversalité avec l'approche neurocognitive et comportementale. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à cette nouvelle webconférence, preuve que le sujet de l'agilité de posture, de la transformation culturelle est au cœur de vos préoccupations. Je suis aujourd'hui accompagnée de Nicolas Denaria. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Institut du neurocognitivisme? Alors, l'Institut de neurocognitivisme a donc une trentaine d'années d'existence et nous intervenons dans différents secteurs d'activité. Nous avons historiquement un ancrage assez fort dans le milieu de la santé. Très bien, merci. Et vous connaissez Amplitude qui vous accompagne en formation, accompagnement individuel et accompagnement collectif depuis 24 ans maintenant. Alors, Nicolas, nous avons lancé dès notre invitation une assertion qui est la suivante: l'intelligence collective n'est pas naturelle. Alors, explique-nous. Alors, effectivement, l'intelligence n'est pas naturelle parce que nous avons, c'est la aussi qui nous dit, nous sommes des êtres particulièrement complexes. Nous avons en nous des peurs, comme c'est indiqué ici, notre instinct de protection qui agit beaucoup, notre confiance en nous, confiance envers les autres. Et tout ça, effectivement, peut parasiter en fait notre participation collective. Oui, donc en gros, nous fonctionnons comme une belle mécanique tête-corps-cœur qui est programmée, je dirais, soit pour réussir, soit pour être en échec, c'est-à-dire qu'on parle de côté clair ou de côté obscur de la force, en fait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette belle mécanique tête-corps-cœur? Alors, pour ça, donc, on va utiliser un triangle qui s'appelle le triangle de Beck. Et donc, pour bien comprendre un petit peu nos mécanismes cérébraux, qu'est-ce que nous dit ce triangle? Il nous dit, voilà, vous avez devant vous une situation ininterrompue, voilà, qui se déroule chaque jour de notre vie. Et cette situation va provoquer des pensées. Ces pensées vont conditionner notre ressenti, nos émotions, et éventuellement, ces émotions vont conditionner nos comportements, ce qui signifie que si nos pensées sont incohérentes, nos émotions sont désagréables et notre comportement est inadapté, à l'opposé de pensées qui sont cohérentes, qui provoquent des émotions agréables et un comportement adapté. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais il suffisait de l'expliquer avec ce schéma. Donc bon, c'est simple, mais vous l'avez vous-même remarqué, en période d'imprévu, de changement, de transformation, ben, on a plutôt tendance à être du côté obscur de la force. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça s'explique à l'intérieur de notre cerveau? Alors là, vous avez sous les yeux donc une modélisation effectivement de notre fonctionnement. Et ça va nous permettre de comprendre un petit peu nos comportements et nos systèmes de décision. Donc, on peut en fait regrouper en fait nos comportements sous 4 états d'esprit. Alors, on parle de gouvernance. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'une gouvernance gouverne. Et pour 3 d'entre elles, ces gouvernances nous gouvernent, nous agissent même. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas toujours en fait le contrôle sur nous-mêmes. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé effectivement de peur, d'instinct de protection, de confiance en nous, confiance en nous. Donc, ce sont des choses qui sont des modes automatiques et qui sont éventuellement aussi inconscients. Donc, on a la première gouvernance instinctive, qui est le siège de notre stress, de notre instinct de survie, c'est ce qui va protéger notre intégrité. La gouvernance grégaire, qui est le lieu de notre confiance en nous, de notre rapport au groupe, et donc des rapports de force que ça peut impliquer. Et puis la gouvernance émotionnelle, qui est une gouvernance qui est très large, qui regroupe effectivement nos motivations, nos valeurs, nos antivaleurs, nos intolérances. Donc ces trois premières gouvernances sont des gouvernances automatiques. D'accord ? Comme je l'ai dit, ce sont éventuellement des gouvernances, un état d'esprit qui des fois est plus fort que nous. On peut avoir des réponses même stéréotypées dans certains cas.
peux me Oui. permettre, en fait, ce ne sont pas des gouvernances mauvaises en tant que telles, hein, c'est-à-dire que on peut ressentir du confort, du plaisir. Hein. La question, c'est en quoi ces gouvernances nous aident à l'ouverture, à la transformation et à l'appréhension de la nouveauté ou de l'innovation. Donc en fait, ces trois premières gouvernances sont tout à fait adaptées dans leur contexte si la situation n'est pas complexe, n'est pas nouvelle. Et c'est là, en fait, où eh bien, il faut savoir basculer dans ce fameux mode adaptatif, on parle de bascule cérébrale, cette gouvernance qui nous permet d'être créatifs, et c'est une gouvernance qui, comme son nom l'indique, nous permet de nous adapter à une situation. Voilà, tout à fait. Et donc, on se rend compte que finalement, on a 3 gouvernances sur 4 qui ne permettent pas le fameux thinking out of the box que l'on recherche effectivement quand on veut aller dans l'intelligence collective, dans l'agilité de posture ou dans la transformation culturelle ou même la transformation métier, hein, à partir du moment où les clients, le business, nous demandent de fonctionner différemment. Alors, vu que ce n'est pas simple, comment est-ce que l'Institut du neurocognitivisme et Amplitude peut vous accompagner pour opérer ces bascules et pour faciliter l'intelligence collective et la transversalité? Alors, on va voir ça ensemble. Oui, je crois que nous avons 2 niveaux d'accompagnement. Le premier, donc, qui est de l'intelligence collective en soi, et c'est déjà très bien, et le deuxième, qui est de l'intelligence collective, je dirais, augmentée par le développement que représente l'approche neurocognitive et comportementale. Donc on a effectivement l'intelligence collective qui est tout à fait autonome et on peut la définir par un accompagnement. Voilà, on va avoir des facilitateurs. On a ici justement une définition. Alors, on a conçu une petite charade que je vais vous lire en pointant un petit peu, donc ça va aider à la compréhension de mon point de vue. Donc le premier niveau de l'intelligence collective consiste à organiser dans un contexte ponctuel et artificiel, permettant l'expression de la diversité de chacun dans un cadre de fonctionnement permettant et dans le but d'une production instantanée. Donc, on peut la relire très rapidement. Le premier niveau de l'intelligence collective consiste à organiser dans un contexte ponctuel et artificiel permettant l'expression de la diversité de chacun dans un cadre de fonctionnement permettant et dans le but d'une production instantanée. Ça veut dire que ici, on est vraiment accompagné par un professionnel, un facilitateur. Voilà, qui sécurise, qui crée ce cadre à l'intérieur d'un process. Vous connaissez certainement, vous l'utilisez déjà, et nous mettons en œuvre également les work cafés, le co-développement qui se développe de plus en plus, les forums ouverts. Tout ceci, ce sont des process d'intelligence collective. Alors maintenant, la question est la suivante. L'intelligence collective augmentée, est-ce que tu peux nous en parler, Nicolas? Ah oui, l'intelligence collective augmentée, l'intelligence collective transcendée, transcendée par la réalité. C'est-à-dire que, comme on le voit ici, le premier niveau, on vient de vous l'expliquer, c'est de l'accompagnement. D'accord? Donc finalement, c'est sous-traiter un savoir-faire pour accompagner ponctuellement un groupe. D'accord? Maintenant, si on veut avoir une ambition plus grande, on va vers une ambition d'autogestion, de libération, d'autonomie. Là, ce n'est plus simplement dans un contexte ponctuel, on a des personnes qui, à chaque instant, sont maintenant beaucoup plus autonomes, beaucoup plus créatives. Et là, ce n'est plus sous-traiter un savoir-faire, là c'est intégrer, comme c'est écrit ici, durablement un savoir-faire. Oui, et c'est, j'en suis sûre, ce que vous recherchez à partir du moment où vous souhaitez développer la transversalité, l'agilité et déciloter. Donc, l'idée, si je reprends, c'est d'avoir bien évidemment une intelligence collective, mais aussi des accompagnements, des formations, des ateliers, des managers qui vont, parce qu'ils auront été eux-mêmes formés, nous aider à trouver en nous des ressources pour opérer la fameuse bascule sur laquelle nous reviendrons. Donc, est-ce que tu peux nous faire la charade de l'intelligence collective
avec Voilà. l'approche neurocognitive et comportementale. Nouvelle charade de cette version transcendée. Donc cette fois-ci, c'est le niveau le plus ambitieux. Donc, le niveau le plus ambitieux de l'intelligence collective consiste au sein d'un groupe, après avoir dépassé ses propres jugements et s'est ouvert au concept de l'autre, à entrer dans un champ de conscience collectif et productif. Donc là, on est vraiment dans du travail de fond. On est dans du travail de fond à la fois individuel et d'équipe. Donc, en fait, tout se joue, certes, dans la confiance en l'autre, mais ça passe avant tout dans la confiance en soi. Et c'est ça la valeur ajoutée de l'approche neurocognitive et comportementale. Alors, notamment, on vous a parlé lors de l'invitation du sujet du stress. Alors, finalement, comment est-ce qu'on peut traiter ce sujet du stress? Alors, là, on a mis effectivement une petite paire de lunettes, pour ceux qui s'en souviennent, pour nous permettre de voir les choses en 3 dimensions. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'intelligence collective et l'approche neurocognitive nous donnent cette capacité de voir les choses en relief. Donc, on prend l'exemple ici du stress. Donc, d'une part, si on regarde le stress avec la partie de la lunette intelligence collective. Donc là, le stress, comment il est perçu? Eh bien, il est perçu comme un parasite. Et on va essayer de se protéger de ce stress avec ce cadre de fonctionnement qui est posé par le facilitateur afin que nos participants soient protégés de ce stress et que cette émergence d'intelligence collective puisse avoir lieu. Maintenant, si on regarde sur la partie droite de notre slide, l'intelligence collective plus l'approche neurocognitive et comportementale, là on perçoit le stress d'une manière tout à fait différente. On perçoit le stress comme un signal d'alarme. Déjà, ce n'est pas un ennemi, le stress, c'est une information. C'est le signal d'alarme que nous sommes dans un fonctionnement automatique qui n'est pas adapté à cette situation qui est probablement nouvelle, complexe, ou en tout cas, on apporte une réponse automatique qui ne convient pas. Ça veut dire qu'il faut avoir cette élasticité, flexibilité cérébrale pour passer de l'autre côté et apporter des solutions qui sont adaptées. Voilà. Donc en fait, là, c'est en ce sens-là qu'on autonomise les personnes. C'est que finalement, c'est assez simple de ressentir son stress. Et l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est un signal d'alarme. Quelles ressources je mobilise en moi? Et surtout, comment je les mobilise? Donc, soit je suis capable parce que j'ai été formée moi-même, parce que je me suis entraînée, eh bien, de mobiliser ces ressources pour passer dans le mode adaptatif seul. Et pour ça, eh bien, il y a plein de techniques que nous utilisons durant les formations, les coachings. Soit je fais appel à mon coach, à mon manager, à mon collègue, qui aussi a été formé. Et eh bien, tous ensemble, nous allons pouvoir franchir ce cap et passer en mode adaptatif. Alors, justement, tu nous as parlé à plusieurs reprises, Nicolas, d'opérer cette bascule. Alors, ça, on peut se dire, voilà, c'est pas forcément simple d'opérer la bascule du mode automatique vers le mode adaptatif. En fait, on se rend compte qu'il existe des techniques, une boîte à outils, je dirais, de techniques que l'on apprend en formation, que l'on apprend en ateliers de développement collectif. Et ces techniques, elles sont soit cognitives, soit sensorielles, soit comportementales. Et elles sont relativement simples et opérationnelles. Elles demandent juste à ce qu'on s'entraîne et à ce que ce soit suivi dans le temps. Et ces techniques vont permettre d'opérer la bascule entre le mode automatique, qui est, j'ai envie de dire, assez fréquent, et le mode adaptatif, donc dans le cortex préfrontal. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, ces techniques ne sont pas magiques, elles nécessitent évidemment un apprentissage, donc un apprentissage de savoir-faire, mais de savoir-être, une prise de conscience, principalement, toute la clé est là, c'est de rentrer beaucoup plus en conscience de ce que l'on pense, on a le triangle de Beck, et de ses émotions.
pour pouvoir effectivement avoir un comportement différent, parce que la finalité, c'est ce changement de comportement. Alors, on a dans cette bascule, dans le mode automatique, nous avons deux modes. Dans le mode automatique, on a 6 dimensions. Et en miroir de ces 6 dimensions, on a 6 dimensions dans le mode adaptatif. Donc là, on peut le voir ici, on a déjà 2 premières dimensions. Donc sur la gauche de votre écran, vous avez les dimensions du mode automatique, ici il y en a 2, la routine et la rigidité. Et en miroir de la routine, vous avez la curiosité. Et en miroir de la rigidité, vous avez l'adaptabilité. Alors, je vais donner un exemple excessivement simple. Imaginons que vous souhaitez rentrer dans une salle, et donc rien de plus naturel, vous êtes dans un mode automatique, on ne pense pas spécialement à comment je vais faire pour ouvrir la porte. Je vois une poignée, j'appuie sur la poignée, et puis je pousse la porte. Et là, la porte ne s'ouvre pas. Alors, je me recule, je regarde, elle va s'ouvrir, étant donné que, mettons qu'il n'y a pas de serrure, il y a simplement une poignée, pourquoi elle ne s'ouvre pas? Donc, si je m'énerve tout simplement sur cette poignée, je suis dans cette routine, il n'y a pas de raison que ça ne s'ouvre pas, je fonctionne sur les expériences passées, depuis toujours une porte s'ouvre, il n'y a pas de raison que ça ne s'ouvre pas. Donc là, on est véritablement, c'est caricatural, on est dans un mode automatique. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir cette distance pour dire, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Si ça ne s'ouvre pas, c'est quelque chose qui bloque au niveau en bas de la porte, en haut. Mais donc c'est d'avoir cette curiosité de chercher, cette adaptabilité. Véritablement, la porte ne s'ouvre pas, de quoi j'ai besoin? Est-ce que je peux aller autre part? Voilà, donc l'exemple est évidemment excessivement caricatural, mais il exprime bien cette nécessité de réagir et d'avoir ce recul nécessaire sur la situation sans s'entêter absolument dans les habitudes, dans le conditionnement que nous avons. Par exemple, si certains d'entre vous souhaitaient lutter contre les silos, le manque de transversalité, les difficultés à changer ses habitudes, à être plus ouvert à la nouveauté, à s'adapter aux demandes des clients, finalement, on est complètement là-dedans et il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à Faucon, malheureusement. C'est-à-dire que naturellement, nous sommes dans des modes plutôt automatiques. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que l'approche neurocognitive et comportementale, avec des techniques que nous utilisons en formation ou en atelier, eh bien, vous permettent de basculer. Et là, vous voyez apparaître sur votre droite en vert quelques mots qui sont soulignés. Et là, je suis sûre que la majorité d'entre vous, chers auditeurs, se disent c'est exactement ce que je souhaiterais développer au sein de mon entreprise. Donc, là, on vient de voir les 2 premiers principes de la bascule. Donc, il y en a 6 en tout. Donc là, maintenant, on a du côté mode automatique la simplification. Le pendant de la simplification, au contraire, c'est la nuance, la certitude et la relativité. Et les deux derniers, eh bien, en mode automatique, on a l'empirisme versus la réflexion, l'image sociale versus l'opinion personnelle. Le mode automatique n'est pas un mauvais mode, mais il faut avoir cette capacité de savoir basculer quand c'est nécessaire. Voilà, notamment sur tout ce qui est droit à l'erreur, beaucoup d'entreprises, on le sait, souhaitent que les collaborateurs apportent leur valeur ajoutée, développent leur talent, se libèrent et s'engagent aussi. Et quelque part, il y a cette notion d'image sociale qui nous retient, qui fait qu'on se dit, oulala, mais pour qui je vais passer, qu'est-ce qui va se passer? Il ne suffit pas de donner le droit à l'erreur, il faut aussi permettre aux gens d'opérer ces bascules. Et je le redis, ça peut être pour les personnes en elles-mêmes, dans un développement personnel, dans un process de coaching. Ça peut être pour les personnes au sein de leur collectif de travail, donc notamment avec l'intelligence collective et augmentée par l'approche neurocognitive et comportementale. Et ça peut être aussi via mon manager, via mon leader, via le coach interne, via le facilitateur, qui eux-mêmes vont être formés, accompagnés pour permettre aux gens d'opérer ces bascules. Voilà.
Elles permettent même, je dirais, une certaine aisance, un certain plaisir, en tout cas quelque chose qui n'est pas déplaisant, sauf dans la durée, puisque finalement, elles nous demandent quand même beaucoup elles peuvent amener du déplaisir, elles peuvent être assez consommatrices d'énergie. Elles sont moins résilientes. Elles sont moins résilientes, tout à fait. Et surtout, elles ne sont pas aidantes à partir du moment où il faut qu'on envisage les choses un petit peu différemment, parce que notamment l'écosystème nous le demande. Le mode adaptatif, qui n'est pas constant, hein, a plein d'avantages, puisqu'il permet une meilleure coopération, l'audace, l'audace de jouer ses valeurs ajoutées. Il permet bien sûr une confiance en soi, j'ai envie de dire, plus pérenne, puisque nous avons cette capacité de retrouver l'ouverture, la moindre sensibilité à l'échec, et à partir du moment où on a ça en soi, je dirais, c'est quand même un plaisir sur la durée. Il faut néanmoins savoir que ça demande à ce que l'écosystème soit engagé dans une véritable transformation culturelle et j'ai envie de dire mettre en place des accompagnements et ce système sur la durée, puisque eh bien, il faut de l'entraînement et il faut, je dirais, tout un système aidant autour pour permettre cette libération et cette agilité. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, je dirais que vous avez deux possibilités. La première, Nicolas. Alors, vous pouvez évidemment nous contacter sur notre site www.neurocognitiviste.fr pour tout ce qui est de formation certifiante en approche neurocognitive et comportementale, et aussi pour des prestations d'intelligence collective, évidemment. Voilà, et vous pouvez faire appel à Amplitude pour des formations, ateliers, coaching en intra au sein de vos entreprises, donc en partenariat avec l'Institut du neurocognitivisme pour l'intelligence collective, et puis pour le coaching également, sur différentes interventions avec des consultants qui sont certifiés bien sûr en approche neurocognitive et comportementale. Alors la question est la suivante, est-ce que nous avons des questions sur le chat? Eh bien non, je n'ai pas l'impression que nous en ayons. Donc il me reste à vous remercier Nicolas. Merci beaucoup, Caroline. Et à très bientôt pour une nouvelle webconférence Amplitude.